Bonjour à toutes et à tous. Retour ici en direct de la Cité de l'économie et des métiers ici à Montpellier en région Occitanie. Comme vous le savez, avec France Urbaine et la Tribune, nous avons initié une tournée en France pour voir comment les métropoles mettent en œuvre leurs enjeux de décarbonation. C'est l'occasion justement pour voir dans chacune de ces métropoles leurs méthodes, leurs spécificités, leur volontarisme politique, justement, tout ceci dans une logique bien sûr de décarbonation tout en conciliant écologie et économie. Alors, après de nombreux échanges ce matin, notamment sur les questions énergétiques et sur les questions d'urbanisme, nous sommes très heureux d'accueillir le maire et président de la métropole de Montpellier, Mickaël Delafosse. Bonjour. Bonjour. Nous allons avoir une première table ronde avec, à vos côtés, le professeur Carlos Moreno, qui est ici présent, président du conseil scientifique de la chaire à la Sorbonne. Nous avons également avec nous en direct Jean-François Rial, qui est le président de Voyageurs du Monde et président de l'Office de tourisme de Paris, puisque ça sera l'occasion de parler aussi des sujets de tourisme et de décarbonation. Et merci également à Christine Lecomte, la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui est avec nous également. Cette table ronde sera animée par Cécile Chéniaud, voilà, qui anime ici l'équipe de la rédaction de la Tribune ici à Montpellier. Peut-être tout d'abord, Mickaël Delafosse, ce matin les échanges ont été nombreux. On voit que le sujet de la décarbonation, qui est un sujet à la fois qui mobilise, qui inspire, qui finalement, on dit souvent qu'en France on a besoin d'un récit national. Finalement, on se dit que autour de ce sujet de l'écologie, de l'engagement de la décarbonation, on voit bien que ça permet de fédérer à la fois, on l'a vu depuis ce matin, des associations, des ONG, des entreprises. Ça permet finalement de mettre autour de la table vraiment une démarche de travail collectif. Mickaël Delafosse, si je me projette d'ores et déjà dans une logique de Montpellier en 2030, qu'est-ce que vous aimeriez que les Montpelliérains puissent dire de ce qui a été accompli en termes de décarbonation? Comment vous le voyez, le Montpellier 2030? Il est clair, je vais reprendre la notion de récit. En 2015, dans notre pays, la France, s'est tenue la COP, qui a donné lieu au dernier accord international de tous les États de la planète. Depuis, il n'y a plus d'accords internationaux. On n'y arrive pas. Celui-là, on y est arrivé. Les États-Unis sont partis, ils reviennent et ils reviennent avec un leadership et c'est très bien. Cet accord est une course contre la montre, le réchauffement climatique. Moi, j'aimerais pouvoir vous dire qu'en 2030, il ne fera pas 2 degrés de plus. Parce que nous savons tous retrousser nos manches pour relever ce défi immense qu'est la lutte contre le changement climatique. Ce défi, il est sur les élus, sur les citoyens, eux, ils nous poussent, et ils ont raison, en particulier les jeunes. Il est sur les entreprises, il est sur les ONG. Il est donc commun. Et c'est vrai que ça peut être un récit extraordinaire. De la même ampleur que la paix entre la France et l'Allemagne. Ce qui apparaissait comme impossible, nous y sommes arrivés. Si nous arrivons à tenir les objectifs de l'accord de Paris, en 2030 sur la trajectoire, mais hélas, je crois que vous aviez Bettina Laville, elle est pessimiste, alors nous aurions accompli quelque chose de comparable à ce que De Gaulle et Adenauer ont accompli en Europe, en 1962. C'est ça qui nous attend. Et donc, nous, en 2030, Montpellier, ça pourrait ressembler à quoi? D'abord, une ville qui aura pris 50 000 arbres supplémentaires, pas 50 000 habitants. 50 000 arbres supplémentaires qu'on plante en ce moment, ils auront grandi. C'est une ville qui aura 5 lignes de tramway, 5 lignes de bus-tram et, selon ce que décideront les électeurs en 2026, d'autres infrastructures. C'est une ville qui sera citée en exemple partout en Europe, comme celle qui a été pionnière dans la gratuité des transports, une idée qui fait son chemin. La ville de Heidelberg en Allemagne vient de délibérer gratuité le week-end en s'inspirant de Montpellier. Manchester, le maire de Manchester, j'ai rencontré à la COP, a dit non mais nous, go, 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 go. Montpellier en 2030 sera une ville qui ressemblera à la France d'avant. Ça ne me ressemble pas de dire ça.
celle de Robert Doisneau, où les enfants retourneront à l'école à pied. Ils seront plus jetés comme à toute vitesse par le stress de leurs parents. Parce que justement, les trottoirs, les parcours, le chemin de l'écolier sera sécurisé. Et donc, on ne dira plus que 40% des déplacements sont inférieurs à 2 km en voiture. Mais on marchera, on cultivera son imaginaire, on pédalera. La ville de 2030 aura réussi à la fois à étendre sa centralité commerciale, comme un cœur qui bat, mais aussi mailler, cher Carlos, les quartiers, les villages de la métropole de centre, où on peut aller à pied acheter son pain, boire son café, et plus aller dans les mythiques centres commerciaux de Jacques Baudrillard dans les années 70. Voilà, retrouver cela. La France d'avant, ou plutôt ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Si nous traçons cela, si nos artisans deviennent des références sur la rénovation thermique de l'habitat en disant « Ah, je prends ceux de Montpellier parce qu'ils savent complètement transformer un appartement qui était une passoire thermique de F à A », c'est comme ça, Isabelle, qu'il faut dire, eh bien, nous aurons réussi parce que nos entreprises, c'est par leur savoir-faire qu'elles gagneront. Voilà ce que moi j'aimerais construire et ce que beaucoup de maires cherchent eux-mêmes à bâtir. Je ne sais pas si Montpellier, je voudrais terminer là-dessus, réglera le problème du changement climatique. Parce que quand la Chine ouvre ses usines de charbon, on se dit mais zut quoi, zut. Alors que ce que je sais, c'est que Montpellier est un petit bout de la Terre qui doit participer à résoudre les défis de la Grande Terre. Et ce que je souhaite, c'est que même si en 2030, les indicateurs du GIEC ne seront peut-être pas aussi favorables que nous le souhaitons, on puisse dire que Montpellier aura apporté sa contribution. On a tous envie d'y être dans ce Montpellier de 2030. Alors au menu, ce qu'on vous a proposé pour ce début d'après-midi, et je vais m'effacer pour laisser Cécile Chéniaud, c'est tout d'abord donc un débat sur Montpellier vers une métropole zéro carbone. Et puis ensuite, avant de quitter la cité de l'économie des métiers, vous ferez une introduction justement, puisque le thème suivant sera sur les mobilités décarbonées. Et donc ça nous permettra justement que de l'inspiration, on puisse voir justement déjà que la métropole, la ville de Montpellier, est au travail pour la mise en œuvre. Excellent débat, c'est à vous Cécile. Merci Jean-Christophe. Carlos Moreno, je vais commencer par vous. Michael Delafosse l'a un petit peu abordé. Pour vous, la solution, c'est la ville du quart d'heure. Donc c'est une ville polycentrique et multifonctionnelle. Vous en avez un petit peu parlé ce matin. Une ville qui promet que nos besoins fondamentaux seraient satisfaits à moins de 15 minutes de marche à vélo ou à vélo de notre domicile. Est-ce qu'aujourd'hui, donc c'est un concept que vous avez établi il y a 5, 6 ans maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à réaménager nos vies et donc nos villes dans ce sens? Est-ce que les bâtisseurs des villes, les élus, dont Michael Delafosse, s'emparent de ce concept? Alors à l'échelle de la ville ou à l'échelle du territoire, puisque vous dites aussi territoire de la demi-heure. Oui, tout à fait. Merci Cécile, et c'est un plaisir d'être à côté de Michael Delafosse pour évoquer ces sujets-là, et encore merci à tous ceux qui sont là de manière physique, mais surtout virtuelle, compte tenu des conditions sanitaires. Juste une petite précision sémantique. Donc, quand on dit la solution, c'est la ville du quart d'heure, non. La solution, c'est pas la ville du quart d'heure. C'est une piste d'amélioration, donc urbanistique, pour changer nos modes de vie, pour proposer donc une autre trajectoire. Il n'y a pas de solution de miracle, je l'ai dit un peu partout dans le monde. On n'a pas la solution de miracle, on n'a pas la baguette magique. Les maires du monde qui prennent ces sujets-là, donc c'est pas quelque chose donc qui va en quelques semaines transformer 70 ans des paradigmes urbanistiques basés sur le productivisme, donc sur une accélération du temps, pour produire et pour consommer, pour produire souvent des choses inutiles et consommer souvent des choses inutiles, avec donc une perte de la notion du temps utile, comme j'ai pu le dire ce matin. Donc
moi, par ailleurs, je suis un scientifique, je suis un chercheur, j'ai dirigé une chaire donc, à la Sorbonne. Donc, notre mission, nous, en tant que scientifiques, c'est de penser le monde, c'est d'anticiper les mutations et d'offrir des pistes donc, aux décideurs politiques, comme c'est le cas de Michael ici, Anne Hidalgo à Paris, Johanna Rolland à Nantes, Jean Rodbert en Grand Est, Christian Estrosi à Nice, François Rebsamen donc, à Dijon, qui font partie de notre chaire, et donc Carole Delga en Occitanie, puisque la région est à partir de la chaire. Nous offrons donc une vision sur laquelle on peut creuser pour ensuite imaginer des propositions de solutions que chacun doit adapter. Deuxièmement, effectivement, il n'y a pas de copier-coller. Donc, on ne peut pas dire ce qui a marché ici, je vais faire là. Donc, nous, on offre un cadre méthodologique, on va dire un cadre ontologique, parce que c'est le mot scientifique, c'est-à-dire une manière de voir comment nous pouvons resocialiser la ville dans une proximité heureuse, comment nous pouvons sortir d'un urbanisme segmenté et fracturé vers un urbanisme donc polycentrique, avec un maillage territorial, retrouver du sens à des mots qui sont devenus des gros mots qui ne devaient pas l'être, ce qu'on appelle la densité, qu'on a souvent confondu avec la promiscuité, retrouver ce qu'on appelle la densité organique, Carmen Santana en a parlé ce matin, la lumière naturelle, l'éclairage naturel, les connecteurs verts, les trains bleus, donc l'eau, d'air non pollué, comme on peut associer des fonctions sociales qui se sont excentrées, comme le fait d'aller travailler quelque part où aujourd'hui c'est quasiment 3 heures aller-retour, ce qui est absolument pas normal. Au XXIe siècle, quand il y a la nouvelle technologie et le Covid nous l'a montré. Je disais également le fait d'avoir perdu la santé de proximité, d'avoir perdu le dispensaire par des questions d'économie, d'économie de coûts, une santé qui est devenue donc un produit et non plus un service social, un service d'usage, un service donc pour les uns et les autres, et donc une éducation et une culture qui aujourd'hui obéit à des paramètres algorithmiques, Parcoursup, puis on doit prendre telle et telle voie. Quand on a la possibilité aujourd'hui de décentraliser l'éducation et la culture, puisqu'on a des moyens, donc nous voulons réviser tous ces paradigmes-là, et effectivement la ville des quarts d'heure pour les zones compactes et les territoires de la demi-heure pour les zones à moyenne et faible densité, comme on l'a fait actuellement en région d'Occitanie pour 7 territoires que la présidente Carole Delga nous a confiés, ça offre un corpus et ça ouvre une boîte à idées absolument extraordinaire, parce que dès qu'on présente cette boîte à idées, il y a plein de maires. Donc en France, parfois certains que je ne connais pas, j'ai reçu un mail du maire des Triport en Normandie qui m'a dit « Professeur, je voulais vous dire que je suis très heureux d'avoir implémenté la ville des quarts d'heure dans mon village, 3000 habitants. » Je dis « Ah bon ?» Il a dit « Oui, j'ai pris votre guide méthodologique, ça m'a inspiré, j'ai créé donc un groupe de travail. » Comme la maire d'Aix-en-Provence, pareil, qui m'a invité il y a 3 semaines et il m'a montré un travail absolument formidable de l'agence de l'urbanisme. Voilà, donc nous offrons des corpus de pensée pour effectivement changer les choses. Je l'ai dit ce matin, bien sûr, je ne peux être que fier quand une ville comme Zurich décide, donc il y a 15 jours, de voter par référendum la transformation de Zurich dans 49 quartiers décentralisés, interconnectés, avec les paradigmes de la ville des quarts d'heure. Bien sûr, je suis très fier qu'on ait eu une votation de 70%, je ne suis pour rien. Je suis très fier quand le maire des Rome, donc Roberto Gualtieri, fait toute sa campagne électorale face à Virginie Rasi des 5 étoiles sur la ville des quarts d'heure. Je suis très heureux quand le maire de Milano, mon ami Giuseppe Sala, a été réélu au premier tour, 70% avec la ville des quarts d'heure. Je suis très heureux quand à Buenos Aires, Horacio Larreta, donc le maire de Buenos Aires, décide de prendre l'élite mondiale avec la Réseau mondial des villes, les C40 avec Anne Hidalgo, pour propager ces idées-là. Encore très heureux avant-hier quand j'ai reçu donc un document de l'ICLEI, donc une association internationale qui s'occupe des villes en Afrique, en particulier pour l'énergie, et qui m'envoie d'une des plus grandes capitales mondiales, mégalopole, donc Lagos, capitale de Nigeria, 30 millions d'habitants, et qui me dit voilà notre projet pour transformer Lagos sur une durée de 6 ans. Donc moi, et c'est mon plaisir aujourd'hui intellectuel en quelque sorte, on a proposé une conceptualisation. Et c'est la meilleure chose qui peut arriver à un chercheur qui nous échappe. Ce n'est pas du tout sous notre contrôle. Et tant mieux, parce que ça permet d'éclore des pensées, d'avoir des partenaires. Christine Lecomte nous écoute, mais elle va parler tout à l'heure. Le Conseil national des ordres des architectes, on a beaucoup de plaisir à échanger ensemble. Parce qu'en fait, on est en train de cristalliser quelque chose qui est couvé depuis longtemps, qui était une vision de l'urbanisme humaniste, écologique, profondément social, et qui voit l'économie
au travers de la valeur ajoutée que nous mettons au bien vivre ensemble et non pas pour enrichir les poches de certains. Donc nous avons un parti pris d'un urbanisme donc citoyen qui réconcilie écologie par rapport à nos gestes au quotidien en nous déplaçant peu dans les proximités, social en réinstallant des liens sociaux dans les quartiers, dans les nouvelles centralités, et l'économie parce que les modèles économiques que nous proposons, y compris avec des régulations par les biens communs, avec des outils tout à fait précis d'accompagnement, permettent de relocaliser l'emploi, de recréer l'activité, de redynamiser et d'offrir une vision naturellement décarbonée parce qu'on se déplace beaucoup moins, par obligation, et par contre on peut aller très loin quand on veut, parce qu'on n'assigne personne à résidence, on dit tout simplement qu'il faut quitter ce que nous vivons depuis 70 ans, une mobilité obligée pour aller vers une mobilité choisie. Mickaël Delafosse, comment vous recevez cette idée de la ville du quart d'heure qui vient croiser la question de la lutte contre l'étalement urbain notamment? Moi, il y a quelque chose que tu as dit que je trouve génial, c'est la force d'une idée. Quand l'idée, tout le monde s'en empare. Et c'est vrai que la ville du quart d'heure, pouvoir dire que libérée d'une forme de contrainte, c'est le temps passé dans les transports. On est dans un mouvement historique qui a été la réduction du temps de travail, mais le temps libéré se retrouve sacrifié parce que les embouteillages, des temps de mobilité contraintes, parce que soit les infrastructures de transport n'étaient pas au rendez-vous, d'une part, soit d'autre part parce que notre aménagement urbain n'a pas été bien pensé ou pensé sur des schémas datés. Et donc, c'est là où je veux en venir, c'est que nous, on a un paquebot à faire bouger. L'aménagement, c'est le temps long. Mais quand à Montpellier, l'essentiel de l'activité économique est localisé au même endroit, zone du millénaire, non desservie par les transports en commun, bah oui, alors là, pour pourrir la vie des gens, on ne fait pas mieux, quoi. Et là, tout le monde acquiesce. Tout le monde acquiesce. Donc, ça veut dire qu'il faut se parler. Et ça, c'est le rôle de la métropole et avec ses voisins. Pour mieux répartir l'activité économique, donner des cohérences, la rapprocher des lieux de vie des habitants, essayer de tirer parti des forces, des ressources du territoire, nos universités. Pour ça que, par exemple, nous développons Med-Vallée, tout ce qui est lié à la santé, l'environnement, le bien-être, l'alimentation, plutôt au nord de la métropole. Avant, on disait tous au millénaire. On répartit. Et donc, on travaille le flux. C'est aussi protéger les centralités, pas de Montpellier. C'est un sujet, mais je vais venir. Par exemple, à Murviel-les-Montpellier, à Cournonterral, qui sont deux très belles communes avec leur identité propre de la métropole. Aujourd'hui, développent des espaces de coworking pour prendre en compte la mutation du télétravail et de travailler, enfin d'agir sur des lieux de vie autour de ça. Mon travail à côté de chez moi. Et donc, exemple. Et puis, enfin, et peut-être le propos sera surprenant, parce que le maire de Montpellier n'a pas toujours dit ça. Mais il faut arrêter la compétition entre les territoires. Il faut coopérer, il faut se parler, parce que sinon on cannibalise. Moi, je suis président d'une métropole, ça va, on a le vent en poupe, un peu trop presque, parce que c'est des fois difficile de maîtriser toute la croissance. Ça génère des points de tension. Et donc, il faut coopérer à des échelles qui sont plus larges. Et là, c'est un des grands défis français, le paysage institutionnel intercommunal. Et donc, soit on change les cartes des métropoles et des intercos, bon, et on repart dans des guerres de clochers, donc Camillo, Pépone, tout ça, soit on arrive à dire, bon, ben on est là, essayons de travailler ensemble. Essayons de travailler ensemble sur la meilleure implantation du lycée. Essayons de travailler sur les meilleures opportunités d'implantation des entreprises. Essayons de protéger les armatures commerciales de nos territoires. Je dis ça parce qu'à 40 km d'ici, au nord, il y a un territoire qui s'appelle l'Odève, avec une maire remarquable, mon ami Gaël Lévesque, mais qui perd des habitants, où le chômage ravage la vie des gens. Et pourquoi ? Parce que quand des entreprises veulent s'implanter à Montpellier, certaines, on pourrait leur dire « Allez à l'Odève, il y a la 75, il y a des infrastructures. » Mais comme nous ne nous parlons pas jusqu'à peu, ben les entreprises, elles repartent. Et là, on peut travailler sur un aménagement rééquilibré du territoire. Ce que je dis là
c'est dur, c'est long. Mais c'est ça le chemin. C'est mettre fin. Qu'il y ait de l'orgueil de territoire, c'est normal. À Montpellier, on en a, on n'en manque pas. Mais il faut qu'on retrouve une vision de rééquilibre du territoire. Et je le dis, le concept de Carlos, il fait écho à une des plus graves crises sociales que notre pays ait connues, la crise des Gilets jaunes. Enfin, quand des gens occupent des ronds-points, d'habitude, ils font Bastille-Nation, les gens, quand ils protestent. Ils vont sur la Comédie. Là, ils ont occupé des ronds-points, des lieux de mobilité, les lieux de la contrainte, les lieux de la perte du temps. Et donc, notre réponse politique, elle est à une vision d'équilibre du territoire. Viendra-t-elle de l'État? On pourrait l'espérer. Elle doit venir de la responsabilité des décideurs locaux, dans leur capacité à travailler ensemble. Et je termine, moi j'ai adoré ce que tu as dit. Mobilité choisie, pas mobilité subie. La mobilité, c'est la plus belle chose qui est donnée à l'humanité. La rencontre des autres, voir des paysages, voir des gens différents. Moi, les gens qui disent qu'il faut trouver une stratégie d'immobilité, ça me fait peur, ça me fait très peur. Mais par contre, la mobilité subie, celle qui est contrainte, celle qui prend du temps, celle qui génère du stress, celle qui génère donc du carbone, celle-là, il faut travailler. Et donc, c'est le rééquilibre du territoire. C'est retrouver une politique d'aménagement. En tout cas, dans l'aire urbaine de la métropole, de Montpellier, dont sa métropole est partie prendre, c'est comme ça que nous devons travailler. Et donc, c'est changer de paradigme. Nos voisins, nous ne sommes pas en compétition avec nos voisins. Nous devons être en alliance avec nos voisins. Alors les mobilités, on va en parler bien évidemment. On le fera tout à l'heure à la fin de cette table ronde. Une métropole zéro carbone, c'est aussi donc la nature en ville. Vous parlez de rééquilibrer le territoire, donc c'est aussi ramener de la nature dans le territoire, dans la métropole. Christine Lecomte, donc vous êtes présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Peut-être que vous pouvez nous parler de, vous dites vous aussi que lutter contre le réchauffement climatique, c'est la nature en ville. Peut-être que vous pouvez nous parler de l'exemple d'Helsinki en Finlande, qui a réaménagé un quartier dans cet esprit. Oui, je peux vous parler d'Helsinki, mais peut-être que j'aimerais bien rebondir un peu avant sur ce qui s'est dit, parce que je partage la vision effectivement de Carlos, mais également de Monsieur le maire sur la coopération entre les territoires. Mais globalement, peut-être également de dire que l'écologie ne doit pas être punitive. Et donc, quand on parle de neutralité carbone et qu'on se place à l'échelle de l'habitant, il faut bien réfléchir aussi à ce qu'ont envie les habitants. Et aujourd'hui, les habitants, on les a un petit peu cantonnés entre deux modèles. Soit ils avaient une maison individuelle, soit ils avaient un logement collectif. Et il n'y avait rien entre les deux. Voilà. Donc, si on est dans le logement collectif, on a la proximité parce qu'on est au cœur de la ville. Je résume. Et sinon, voilà, on va trouver un logement individuel, mais là, on est loin de tout et on a les mobilités contraintes dont parlait Carlos tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est bien de comment conjuguer les aspirations habitantes que moi, je placerai pas sous la forme de quelque chose, mais plutôt en termes d'usage, du calme, du confort, un espace extérieur, mais également de la proximité. Comment on fait pour conjuguer ces aspirations habitantes avec les enjeux écologiques? Et les enjeux écologiques, ils sont multiples, effectivement, la neutralité carbone, l'étalement urbain en règle générale, et aussi pour l'autonomie alimentaire, mais également attention aux déchets, mais également la pénurie des matériaux, mais également la santé dans la ville. Enfin, on n'a pas que la neutralité carbone, on a énormément d'autres entrées dans cette transition écologique. Et donc, on se retrouve finalement avec deux enjeux, à la fois adapter nos modes de vie, et donc adapter, par exemple, quand on a des canicules, on voit très bien ce que ça veut dire, et en même temps atténuer notre impact sur le dérèglement climatique. Donc adapter, atténuer, c'est pas du tout la même chose. S'adapter, ça pourrait vouloir dire je mets un climatiseur quand il fait 43 degrés. Sauf qu'atténuer, ça veut dire qu'il faut surtout pas mettre de climatiseur parce que quand on en met un, on sait qu'on réchauffe l'atmosphère. Et donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions dans un écosystème. Et là, l'échelle du territoire est extrêmement importante. Et j'en viendrai à l'exemple des Helsinki, pourquoi pas, dans la nation de se dire on est en circuit court, on travaille avec les ressources qu'on a, mais ensuite, la ville de 2030, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la ville se renouvelle à peu près 1% par an en termes de bâti, je précise. Et donc, la question de tout ce qu'on va devoir réparer, réhabiliter, là où il va falloir remettre de l'usage, recréer, c'est aussi à travers cet existant
et à travers ce qu'on va en faire. Alors, dans l'exemple d'Helsinki, puisque vous me le demandez, il y a une chose qui était très intéressante, c'est que, imaginez deux mains, une main qui est la nature, une main qui est le bâti et la ville. Et dans le quartier de Vicky, ils ont un petit peu croisé ces mains comme ça, avec l'idée que finalement la nature et la ville étaient totalement en lien et qu'ils ont appelé ça des doigts verts. Et donc finalement que les habitants ont une proximité avec la nature qui est, plus on est au centre, on va dire, plus elle est infime, mais plus on se développe, plus les lisières sont importantes et ça marche. Donc, il y a effectivement des exemples, mais même en France, il y a des élus qui prennent vraiment à cœur le sujet. Ce qui est vraiment intéressant à se dire, c'est que toi, passer d'une espèce de culture de l'individuel à une forme de culture du partage. Et là, j'en reviens aux usages. Et c'est là où on se pose la question de comment on va faire pour retrouver de la place dans les villes, puisqu'il faut plus s'étaler. Et là, typiquement, les mobilités, c'est un exemple qui est flagrant, mais dans le bâti aussi. L'exemple sur les mobilités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la place de la voiture en ville aujourd'hui. Une voiture est à l'arrêt quasiment 80% de son temps, et quand elle est à l'arrêt, elle prend 12 mètres carrés, soit la place d'une chambre pour un enfant. Donc, on est vraiment dans des logiques qui sont de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une voiture par personne? Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser? Et c'est pareil dans le bâti, dans deux temporalités, à la fois dans le temps, c'est-à-dire, par exemple, une école qui n'est pas ouverte le week-end, pourquoi une cour d'école ne pourrait pas servir, pourquoi le bâtiment ne pourrait pas servir, pourquoi les locaux ne pourraient pas servir, et on pourrait avoir cette même logique sur le jour-nuit avec les bureaux. Et d'un autre côté, le partage des espaces. Aujourd'hui, on a, dans les cœurs de ville parfois, des lieux où on aurait la possibilité d'avoir des espaces beaucoup plus intéressants en termes d'usage partagé que ce qu'on a aujourd'hui, et ça à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle de l'îlot et à l'échelle du quartier. Un bâtiment, ça peut être des pièces partagées, par exemple. À l'échelle de l'îlot, ça peut être le jardin central qui devient quelque chose de partagé. Et à l'échelle du quartier, on peut imaginer énormément de choses. Donc aujourd'hui, ne pas confondre les formes qu'on a un peu opposées depuis très longtemps entre la maison individuelle et le logement collectif, retrouver finalement toute la panel des formes et des typologies architecturales qu'on avait avant, qu'on a perdu ou qu'on va inventer avec des nouveaux modes de faire. Et puis, une dernière petite chose, c'est ne pas oublier qu'il y a une économie locale qui se crée avec l'architecture. L'architecture de circuit court est extrêmement importante. Les matériaux locaux, les matériaux biosourcés, les filières de réemploi participent à la construction des territoires, participent à l'économie, au savoir-faire, à des emplois non délocalisables, et ça dans chaque territoire. Et c'est là où on a une force pour relocaliser l'économie, relocaliser une forme d'industrie autour de cette question de l'architecture et de la façon dont on va vivre ensemble dans les villes. Merci. Alors, je vois que le temps s'écoule très très vite. Je voudrais ne pas oublier Jean-François Rial. Donc, je fais un peu le grand écart. Je fais une petite parenthèse sur la thématique du tourisme, qui est donc aussi pointée du doigt assez souvent, notamment parce que les voyages en avion génèrent du CO2 en masse. C'est un pilier économique en Occitanie. Là aussi, on voit bien qu'il y a contradiction. Jean-François Rial, donc vous êtes le président de Voyageurs du Monde, président de l'Office du tourisme de Paris. Comment est-ce qu'on concilie sobriété carbone et attractivité touristique? Et Michaël Delafosse, je vous ferai réagir ensuite à ce sujet, puisque c'est un secteur que vous soutenez aussi. En fait, le problème de l'avion, c'est que, parce que dans le tourisme, le sujet carbone, c'est l'avion. C'est-à-dire que quand vous faites un voyage, 90%, 95% de vos émissions de carbone, c'est l'avion. Le reste, c'est marginal et surtout, on sait faire la transition du reste. Le problème de l'avion, c'est qu'on ne sait pas faire sa transition dans les 30 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'on peut faire des économies technologiques, techniques, extrêmement variées. Je ne vais pas les lister, il y en a une quinzaine qui sont en cours de réalisation. On va dire que si on est très bon en utilisant toutes ces technologies sur les routes aériennes, sur la motorisation, sur ce qu'on appelle comme dans le cyclisme, l'aspiration, on va pouvoir peut-être diminuer de 40% à trafic constant les émissions de CO2 et d'équivalent CO2, parce que l'aviation n'émet pas que du CO2 en gaz à effet de serre. On va pouvoir donc les réduire de 40%. Ensuite, on ne sait pas faire. Parce que l'avion à hydrogène, c'est hypothétique. Par ailleurs, ça fonctionne que sur le moyen courrier. L'avion électrique, c'est encore plus hypothétique parce qu'il y a des problèmes de poids de batterie et c'est sur des distances très courtes. Peut-être qu'on va y arriver. Attention, je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver, mais en tout cas, on n'en est pas sûr.
Et donc, fort de ce constat, si on veut rester dans le cadre des accords de Paris, comme l'a très bien expliqué le maire de Montpellier, bah, vous avez que deux options possibles sur l'avion. La première, c'est vous ne prenez plus. Bon, c'est une option qui peut se défendre, qui n'est pas la mienne. Et puis la seconde, c'est vous considérez que l'avion a une très grande utilité sociale, économique, touristique, rapprochement des peuples, etc., etc., etc. Et donc, vous n'avez qu'une seule solution, c'est non seulement, bien sûr, de faire la réduction nécessaire au maximum du possible, mais le carbone résiduel, eh ben, vous demandez, par rapport à l'ensemble des industries du monde entier, à bénéficier plus que les autres, parce que vous ne pouvez pas faire votre transition écologique dans les 30 ans, à bénéficier des quotas d'émissions négatives. Et ces quotas d'émissions négatives, il faut les réaliser par de l'annulation claire du carbone émis, et donc pas faire des projets de compensation lambda qui vont être de l'évitement ou des fabrications de projets qui auraient eu lieu de toute façon, mais il faut absolument que vos annulations de carbone soient crédibles, soient additionnelles et soient pérennes. En clair, planter des arbres dans des endroits où personne ne les aurait plantés et personne ne les aura coupés en 30 ans. C'est très compliqué parce qu'il faut choisir des projets crédibles. Nous, par exemple, on plante 3 millions d'arbres par an. C'est bien, monsieur le maire à Montpellier, 50 000 arbres. Mais bon, à Montpellier, on ne peut pas en planter plus. C'est compliqué, évidemment, dans les zones urbaines. Mais nous, on en plante 3 millions par an pour être en carbone neutre. 3 millions par an. C'est vraiment très lourd. Et il n'est pas impossible qu'à trafic constant, pour être totalement dans les clous, dont on devrait être à moins 50% en 2030 ou à moins 100% en 2050, eh bien, même si aujourd'hui on est à moins 100%, on est à moins 100%, mais on a des risques de disparition de certaines mangroves, parce qu'on plante beaucoup des mangroves, et donc on va peut-être passer à 150%, à 200% pour régler ces problèmes. Mais il n'y a pas 50 solutions, c'est-à-dire que sur l'aérien, moi à Paris, j'avais proposé que la taxe de séjour soit augmentée. Évidemment, la ville n'en a pas les moyens juridiques, mais c'était une proposition, pour que la taxe de séjour soit augmentée dans les hôtels et que la quote-part d'augmentation soit fléchée sur un fonds carbone qui plante des arbres n'importe où dans le monde, d'ailleurs, parce que c'est pareil de les planter en Indonésie qu'en France. Voilà. Donc le sujet de l'aviation, il est là. C'est-à-dire que si on considère qu'on a une grande utilité sociale, eh bien on doit négocier dans le cadre des accords mondiaux avec les autres industries le fait qu'on ait droit à des émissions négatives et que ces émissions négatives permettent d'absorber le reliquat résiduel de l'avion. Sinon, il y a une autre position qui peut se défendre, qui n'est pas la mienne, mais il n'y en a pas d'autre possible, c'est on ne prend plus l'avion. J'exclus toutes les solutions de quotas, vous avez droit à un long courrier tous les 2 ans, à la chinoise, vous avez une note sociale en fonction de votre mérite. Tout ça me paraît totalement épouvantable. Je préfère qu'il n'y ait plus d'avions, qu'il y ait des choses comme ça. Michael Delafosse, une réaction, parce que le tourisme d'affaires, c'est un secteur que vous défendez beaucoup pour l'attractivité de la ville. Oui, c'est pour ça qu'il faut que plus vite se fasse le TGV à Perpignan-Montpellier. Voilà, c'est déjà ça. Non, moi, je voudrais revenir sur un point. Il y a une chose qui a été dit, Madame la Présidente, qui me semble très important. C'est vous avez employé le mot d'écologie punitive, et à juste titre. Cette affaire-là, quand même, Le Monde, grand quotidien de référence en France, nous a donné des données sur qui produisait le plus de CO2 rapporté à l'ampleur des inégalités sociales à l'échelle de la planète. Cette affaire de transition écologique, qui est le défi du siècle, ne peut se penser que de manière solidaire. On doit, et je veux terminer, enfin en tout cas je voudrais pas quitter cette table ronde sans tenir ce propos. On ne peut pas avoir des propos d'inquisition sur les gens les plus vulnérables. Il y a des gens, ils vont prendre l'avion une fois dans leur vie. Ils vont aller voir un autre pays du monde. Moi, si les jeunes que j'ai en classe, au collège Foncarade, j'ai une classe, certains n'ont pas vu la mer à Montpellier, parce qu'ils sont dans des situations de pauvreté sociale et culturelle dramatiques. Et eux, ça leur ferait beaucoup de bien, croyez-moi, de voyager. De la même manière que cette question de l'écologie ne peut pas se penser en disant, voilà, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Quand ça devient ça, on peut l'entendre, il faut changer, ça c'est la responsabilité. Mais quand elle devient inquisitoriale, dans une démocratie, ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que l'écologie, il faut embarquer tout le monde. Ça doit être un combat collectif. Et donc si on dit
à des gens qui n'ont d'autre choix que de prendre la voiture, c'est mal, mais ces gens-là vont se retourner contre la cause de l'écologie. Ça s'est passé où? En Australie. Et maintenant, on a un Premier ministre là-bas, enfin pas travailliste, mais populiste en mode Trump, d'ailleurs qui nous plante sur des accords internationaux, etc. Et donc, l'écologie, elle doit être sociale. C'est pour ça que nous, ici, tout à l'heure, Mme Fraîche vous en parlera, on porte la gratuité des transports. Parce qu'on ne peut pas juste dire tous à vélo. On ne peut pas tous dire tous en électrique. Aujourd'hui, vous dites tous en électrique, ça veut dire tous en Tesla. Enfin, qui peut se payer une Tesla? Et d'ailleurs, ça fait un peu peur, monsieur Tesla, là, enfin, monsieur Musk, qui contrôle tous nos systèmes intégrés, qui a d'autres plans que simplement la voiture électrique. Et donc, notre écologie, elle doit être sociale. De la même manière, quand on fait la ville du quart d'heure, il y a des villes où c'est facile. Quand vous êtes dans un centre, les appartements valent 600 000 €, il y a tout à côté. Mais si nous ne battons pas pour y mettre du logement social et garantir la mixité, eh bien là, nous aurons des déséquilibres sociaux. Et donc, je le dis de la même manière que vous l'avez dit, Monsieur le Président de l'Office du tourisme de Paris, vous l'avez dit, il ne peut pas être que les puissants, quoi. Il faut qu'on soit très attentif à ça. En tout cas, je voulais terminer là-dessus. La stratégie du zéro carbone, elle doit être solidaire. Et pourquoi elle doit être solidaire? Parce que de toute façon, ce seront les plus pauvres qui subiront les conséquences du changement climatique. Les plus pauvres en Afrique, c'est déjà avéré, mais ici, dans notre propre pays, parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens du jardin individuel, ils n'ont pas les moyens de la piscine. Et il y a des gens qui ont toujours les moyens. Et je veux vraiment insister sur cette dimension-là. Si le propos c'est « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », si on devient inquisitorial, on devient très, très violent. Justement, je voudrais vous poser une dernière question et Guillaume me pardonnera ce petit débordement de temps. Ça fait la transition justement avec la table ronde suivante sur les mobilités. On n'en a pas beaucoup parlé, mais sur une métropole zéro carbone, c'est important. Sortir la voiture de la ville, c'est pas facile. On voit que la métropole propose beaucoup d'alternatives dans ce sens. Vous allez bientôt lancer la démarche ZFE, zone à faible émission. Sur quel calendrier et surtout justement comment faire accepter socialement cette limitation des voitures en ville. Vous parliez de faire attention justement à ceux qui sont un peu Bien sûr, c'est pour ça qu'on y va. Nous, notre stratégie mobilité, Mme Fraîche vous présentera ça de manière magistrale. On joue sur tous les leviers. Il y a des territoires, ils construisent une ligne de métro, une ligne de tram, des lignes de bus. Nous, on fait une ligne entière de tram, un prolongement de tram, 5 et 1. On fait les bus tram. On subventionne à hauteur de 500 000 € le covoiturage pour permettre aux gens qui ne sont pas sur les infrastructures de lutter contre l'autosolisme. On a dit, moi je suis socialiste, si vous n'aviez pas compris, comme ça c'est dit. Il n'y en a plus beaucoup, mais je suis là. Et bien là. Je suis socialiste, j'assume. Et on a fait un truc. On a eu dans la campagne le débat sur la gratuité des transports ou sur l'aide au vélo à assistance électrique. Et moi, je leur ai dit, les trucs de tarification sociale, c'est vraiment un truc de socialiste. Eh bien, je dis, on arrête. Les aides, elles doivent être universelles. Et donc, les gens aisés comme les gens modestes, gratuité des transports. Nous mettons une aide de 500 € pour acheter un vélo à assistance électrique pour tout le monde. Et notre plus grand bonheur, à Montpellier, quand on a la donnée, c'est de constater que c'est les gens qui habitent les communes les plus excentrées de la ville-centre. Ça s'appelle les vélotaffeurs. Et alors maintenant, on a une pression pour faire des pistes cyclables à travers les vignes. Tout le monde acquiesce, là. Voilà, pour faire des pistes cyclables à travers les vignes. Et là, ce matin, il pleuvait à Montpellier. Au petit matin, là, c'était pas grave. Et pourtant, des vélos. Et voilà. Et donc, on va faire la ZFE. Vous parlez de l'acceptabilité sociale. On le fera dans le calendrier de la loi climat. On sera très volontariste. Et on va travailler sur l'accompagnement social. Je sais que ça va être dur. C'est pour ça qu'on va parler en janvier, on va dire quelle est la règle du jeu pour que tout le monde puisse s'adapter. Mais vous savez, le plus dur, c'est quoi? C'est ce qu'on ne voit pas et c'est ce qu'on ne dit pas. Ce qu'on ne dit pas, c'est que 40 000 personnes meurent du cancer du poumon à cause de la pollution automobile. Et qui en prend plein les poumons et subit les AVC? Les gens modestes, les plus pauvres qui habitent sur l'avenue de la Liberté parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Et donc, d'une certaine manière,
il y aura une difficulté d'acceptation sociale, mais nous aurons la responsabilité de l'accompagner. La gratuité des transports, l'aide au covoiturage, l'aide au vélo, tout ce que j'ai pu décrire. Mais si on ne le fait pas, les gens qui vont vivre les drames sanitaires que provoquent les cancers liés à la pollution, ce seront les plus modestes. C'est dur à expliquer ça. C'est très dur. Mais c'est aussi ça la responsabilité de gouverner. C'est de faire des choix, d'assumer des impopularités. Et quand le prochain rapport de la Cour des comptes sortira sur le coût de la pollution de l'air et qu'on aura réussi à passer de 40 000 à 20 000 par an, eh bien, nous aurons contribué à améliorer l'espérance de vie de qui? Des plus fragiles. Quand nous allons passer notre marché, je termine là-dessus, de camions poubelles, du gazole à l'électrique, eh bien, l'espérance de vie d'un Reaper qui est de 62 ans, eh bien, elle va considérablement augmenter. Parce que dans toute action, il doit y avoir précisément la lutte contre les inégalités sociales. Merci à tous les quatre. Merci donc Carlos Moreno. Merci Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes. Merci Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde. Et je passe la parole à Guillaume Mollaret donc, pour cette table ronde sur les mobilités.